Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Aux enfants de Yougoslavie. Il y a 3 ans, j'ai choisi de servir une idée, une organisation vouée à la paix. Après de nombreuses hésitations, j'ai pris la résolution de mettre par écrit cette expérience. Ma démarche est née de la volonté d'exorciser ma conscience prisonnière du silence, de combattre l'incompréhension et l'oubli. Cette organisation est celle des Nations Unies, cette idée, le rétablissement de la paix en Yougoslavie. D'octobre 1993 à avril 1994, j'ai exercé sur ce territoire les fonctions de policier militaire international. Il faut vivre au plus profond de la guerre pour la comprendre et en parler, dans des enclaves reculées, dont les noms ne résonnent pas comme Sarajevo, Mostar ou Dubrovnik. Il faut se confondre avec les populations, les militaires de nationalités diverses, chaque jour trouver la force de se replonger dans cet univers de chaos. Andrei, Frigart, Dominique et tant d'autres jeunes gens ne sont pas restés spectateurs de ce drame humain qui se jouait au cœur de l'Europe. En servant sous la bannière de l'ONU, chacun a choisi d'être le grain de sable qui enrayerait le rouleau compresseur de l'indifférence générale. Sans recherche du sensationnel, ni emphase, j'ai souhaité rendre hommage à ces hommes porteurs d'un espoir aux couleurs de l'azur. 1. Depuis mon entrée en gendarmerie, en 1984, j'avais formé le projet de réaliser un mandat au sein de l'Organisation des Nations Unies. En 1991, le Cambodge constituait la principale destination de ces séjours sans restriction et en toutes circonstances. À cette époque, ma candidature ne fut pas retenue. 2 années s'écoulèrent. Le contexte était différent. La guerre faisait rage en Yougoslavie. 85 gendarmes furent sélectionnés. L'honneur d'en faire partie me fut enfin accordé. Dans le cadre du mandat de la Force de protection des Nations Unies, FORPR-ONU, en Yougoslavie, 3 types de missions étaient imparties aux gendarmes français. La première, la prévôté ou police militaire, regimental police, était chargée au sein des régiments français stationnés sur le territoire des problèmes judiciaires. La seconde, la police militaire internationale, Military Police ou MP, assumait les mêmes fonctions mais à un niveau international. Enfin la troisième et dernière composante des forces de gendarmerie, la police civile, Civilian Police, travaillait en étroite collaboration avec les policiers du pays afin d'alerter les autorités de l'ONU sur les génocides, les déplacements de population, les risques de famine. Au cours de l'été 1993, j'effectuais, à l'école linguistique interarmée de Strasbourg, un stage de remise à niveau en anglais, langue officielle de l'organisation. Sur place, j'appris que je serais affecté début octobre en Krajina, dans le village de Topusko, en qualité de policier militaire international, plus communément appelé MP. À la même époque, mon épouse eut la confirmation qu'elle attendait un enfant. La vie nous comblait. L'armée a souvent été surnommée « la Grande Muette ». À 30 jours de mon départ théorique pour la Yougoslavie, je ne disposais d'aucune information sur la date et les modalités de mon transfert sur ce territoire. Le 25 septembre 1993, je fus en partie fixé. Je devais rejoindre le 5 octobre une première destination bien française, Chalon-sur-Marne. J'avais la chance de travailler avec un camarade de longue date, Thierry, qui avait effectué un mandat de 6 mois au Cambodge. Ce dernier m'aida psychologiquement à préparer mon départ. Le 5 octobre, j'arrivai à Chalon-sur-Marne et passai cette première journée à déambuler dans la caserne, attendant le rassemblement des gendarmes et militaires en partance pour Zagreb en Croatie. Le lendemain fut consacré aux formalités administratives chères à notre pays, et aux dernières visites médicales, au cours desquelles les infirmiers nous injectaient de nouvelles doses de stimulants protecteurs. Au camp de Mourmelon, où stationnaient les militaires chargés des rotations aériennes sur Zagreb, j'achetai mon béret bleu avec l'insigne de l'Organisation des Nations Unies. Ma mission proprement dite, ne débutant qu'au moment où je foulerais le sol yougoslave, je décidai de les ranger dans mon sac marin. Nous étions logés dans les grandes chambrées, que je pensais rayées de l'institution militaire. Tous les conscrits, depuis 100 ans, ont gardé en mémoire ces casernes aux bâtiments érigés sous Napoléon III. Le petit carrelage ocre, les hauts plafonds, les armoires austères et les lits superposés gris,
grinçant au moindre mouvement de l'occupant d'un jour, d'un mois ou d'un an. Je ne pensais pas que mon statut de gendarme m'y ramènerait. Ce retour aux sources devait être une cure de jouvence et une préparation pour la suite. 2. Instinctivement, les équipes de gendarmes prévôts, policiers militaires et civils se forment. Je m'installe dans une chambre de policiers militaires en partance pour la Krajina. L'ambiance y est bonne enfant. Les rires et le déballage des effets personnels règnent en maître dans ces 40 mètres carrés. L'attente génère un besoin de parler. Mes collègues évoquent leur précédente mission. S'agissant de ma première expérience, j'écoute et apprends. Le jeudi 7 octobre 1993 est encore riche en bavardages. Je fais la connaissance de l'équipe avec laquelle j'effectuerai mon séjour à Topusco. Notre responsable, le capitaine de gendarmerie Michel, ne m'est pas inconnu. Nous avons déjà travaillé ensemble au cours d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie. L'équipe est composée de l'adjudant Pascal, le maréchal des logis-chefs Jean-Pierre et des gendarmes Éric, Philippe, Dominique et moi-même. Le vol en partance pour Zagreb est fixé au vendredi à 4 heures du matin. La nuit est courte. À 23 heures, nous rejoignons Metz. Ordonnés, les militaires rangent leurs sacs marins uniformément et montent après l'appel dans des bus de l'armée de terre. Quant à nous, notre embarquement relève davantage du départ en vacances de la famille Groseille. Après une nouvelle attente de plusieurs heures à l'aéroport, nous prenons enfin place dans un Airbus A300 d'une compagnie charter. Nous atterrissons à Zagreb après 1h30 de vol. Ce vendredi 8 octobre 1993, il fait beau. La première vision de la guerre est rassurante. Le tarmac de l'aéroport est couvert d'aéronefs des Nations Unies, reconnaissables à leur livrée blanche et aux 2 lettres UN qui y sont peintes en noir. À la descente de l'avion, coiffant mon béret bleu où est épinglé l'insigne de l'ONU, je ressens cette fierté de faire enfin partie intégrante des serviteurs de la paix. Nos collègues de Topusco nous accueillent et nous font visiter les installations de l'organisation. La machine mondiale porte décidément bien son nom, tout y est organisé. La vie autour de l'aéroport, dans cette enclave du nom de Plesso, est made in USA. Le bruit des avions à l'atterrissage et au décollage est impressionnant. La flotte de l'ONU est constituée d'avions russes de type Antonov. Le Concorde, fleuron de l'aéronautique française, semble presque silencieux face à ces oiseaux étranges de l'ex-URSS. Après un repas frugal dans une immense salle de restauration, nous prenons possession de nos véhicules, une Jeep Cherokee et un Mitsubishi Pajero. Notre destination, Topusco. Pour nous y rendre, nous empruntons des voies autoroutières semblables à celles que nous utilisons en France. La vie en Croatie paraît s'écouler paisiblement. La guerre existerait-elle uniquement au travers des caméras et appareils photographiques des journalistes ? Le long des 45 km qui nous séparent de la frontière avec l'enclave serbe de Krajina, les villes et leurs habitants reflètent la même quiétude. En arrivant à Petrinja-Sisak, bourgade industrielle, frontalière avec la République autoproclamée de Krajina, confère. Annexe 1, nous constatons là encore que les usines et fabriques lourdes fonctionnent normalement. Les populations semblent ignorer jusqu'à notre passage. Nous franchissons le fleuve Kupa à Petrinja et passons sans encombre un checkpoint point de contrôle, croate, puis un no man's land, corridor, de 2 km débouchant sur un nouveau checkpoint, tenu par les Nations Unies. Les militaires danois qui sont là, portent des gilets et casques pare-balles. Sur leur manche gauche, l'insigne de leur pays est cousu. Nos véhicules UN, frappés des mots Military Police, nous ouvrent le passage et nous atteignons un poste serbe de la République de Krajina. Tout est alors différent. Un individu, dans une tenue mi-civile mi-militaire, armé d'une kalachnikov, se tient au milieu de la route devant une barrière. Après avoir contrôlé nos cartes d'identité UN, il nous invite, dans un anglais approximatif, à poursuivre notre chemin. Nous roulons à vitesse réduite sur une centaine de mètres entre des réseaux de barbelés. Cette frontière improvisée coïncide avec une démarcation naturelle, confère. Annexe 2. La région suburbaine, que nous venons de traverser, fait alors place à un paysage rural constitué de champs et de forêts où serpentent de petites routes sinueuses. La guerre se matérialise soudain. Aux abords des villages de Zupik, Gora et Marienbrod,
nous découvrons avec effroi que toutes les habitations ont été détruites. La guerre est-elle aussi sélective? Y a-t-il une frontière entre la quiétude et l'horreur, le bon et le mal? La désolation règne. Aucune maison n'est épargnée, tout est dévasté en ruine. Certains pans de murs, tels une provocation, ont été peints des 4 C, disposés en croix signifiant que seule l'unité serbe pourra sauver le peuple serbe. Nulle âme vivante, aucune activité, plus rien. Nous apercevons au cours de ce morbide trajet la carcasse calcinée d'un avion de chasse croate abattu au-dessus de la région. Les miliciens serbes l'ont traîné sur le bord de l'unique route, afin que les passants constatent l'efficacité de l'armée de la République de Krajina. Perchés sur cet amas de ferraille, des militaires en armes et guenilles surveillent le va-et-vient des véhicules de l'organisation. À la sortie de Marine Brod, une poignée de miliciens exhibe avec fierté 2 chars encore en état de fonctionner. Cette armée, constituée de quelques soldats professionnels et d'une majorité de simples gens, m'inquiète. Je la sens imprévisible. À l'évidence peu respectueuse des ordres de ses supérieurs, il est clair qu'elle l'est encore moins des règles et institutions internationales. Nous atteignons la ville de Glina. L'armée française vient d'y installer un régiment de chasseurs alpins dans une ancienne usine à l'entrée de la ville. Des milliers de sacs protègent la petite fourmilière UN. Leur amoncellement fait penser au monde de Legoland. Glina a été détruite par quartiers entiers, en fonction de l'appartenance religieuse des familles. Sa place centrale, plantée d'arbres centenaires, ne laisse pratiquement rien paraître de cette horreur, à l'exception de son église, dont seul le chœur est encore debout. Le passant ne s'y arrête jamais, ose à peine y poser un regard. La statue du Christ y est pendue au bout d'une corde. Notre voyage s'achève à Topusko. Cette petite ville, peuplée d'environ 1000 personnes, est une ancienne cité thermale. L'armée de la République autoproclamée de Krajina y est omniprésente. Au quartier général UN, installé dans un ancien lycée, le responsable français des policiers militaires nous accueille. Il y a un mois encore, son détachement était posté à Knin, un peu plus au sud, aussi découvre-t-il également la région. Peu réceptifs en cette fin de journée, nous avons hâte de prendre du repos. Nous sommes logés non loin du quartier général dans l'ancien hôtel de la station thermale. Celle-ci n'est plus en fonctionnement en raison de la destruction partielle de ses équipements. Installés à 2 par chambre, spontanément nous nous répartissons par affinité. Philippe et moi décidons de partager la même chambrée. Le cadre en est austère mais tout à fait acceptable. 3. En ce matin du mois d'octobre 1993, le temps est merveilleusement doux. Les vents chauds de la mer Adriatique nous rappellent la proximité de l'été. Notre vie de citadin est perturbée par une coupure d'eau et d'électricité. Arborant sur notre veste de treillis la carte d'identité de couleur rose de l'organisation, reconnue comme un laissez-passer par son personnel et les milices locales, Philippe et moi descendons prendre notre petit déjeuner. La salle de restauration, où prédominent des boiseries aux teintes foncées, frappe par son austérité. Le capitaine Michel, mes 5 collègues et moi-même nous installons sous les regards inquisiteurs des militaires et civils des Nations Unies. Le cuisinier danois a préparé un festin de roi, dans lequel la charcuterie se mêlait harmonieusement au laitage. Au quartier général, les gendarmes français nous transmettent avant leur départ les consignes et nous présentent aux autres membres de l'AMP. Platoon. Ce peloton de policiers militaires est composé de 18 hommes de 3 nationalités. Les Danois, moyenne d'âge, 22 ans, sont l'élément moteur de l'équipe. Parfaitement trilingues, ils possèdent de bonnes connaissances en informatique, sont sportifs et semblent d'un abord facile. Les Polonais représentent la sagesse, moyenne d'âge, 38 ans. Ils ont une bonne maîtrise de la langue onusienne et du fonctionnement de l'organisation, en raison de leur temps de présence, de 6 à 8 mois, sur le territoire. L'informatique, élément indispensable à notre travail, ne semble pas leur point fort. En revanche, ils sont d'un grand secours pour dialoguer avec les miliciens et militaires serbes. Leur langue maternelle similaire les rapproche. Quant à nous, moyenne d'âge des Français 33 ans, nous sommes situés à mi-chemin entre les Danois et les Polonais et constituerons par la suite une charnière entre ces 2 équipes si différentes. Afin de comprendre la complexité de notre mission, nous étudions la carte d'état-major de la région,
grande comme un département français. Nous sommes au carrefour entre 3 religions, 4 pays, 3 histoires et surtout 4 idées différentes pour l'avenir de ce territoire. À l'ouest, confère. Annexe 1, tel un croissant de lune, la Croatie avec sa capitale Zagreb, catholique, historiquement tournée vers l'Europe de l'Ouest. À l'est, la Bosnie-Herzégovine, serbo-croato-musulmane, en conflit ouvert et armé, interne et externe. Entre ces deux pays imbriqués physiquement et géographiquement, des idées autonomistes ont vu le jour. Guidée par sa grande sœur serbe, la République autoproclamée de Krajina, orthodoxe, entend récupérer cette langue de terre afin de reconstituer la Grande Serbie. Cette idée a pris naissance sur un territoire croate peuplé en majorité de Serbes. Deuxième germe d'autonomie, la poche de Bihač, plus communément nommée par les journalistes Bihač Pocket, est une enclave musulmane en Bosnie-Herzégovine. En résumé, nous avons à l'ouest la Croatie catholique, à l'est la Bosnie-Herzégovine multireligieuse et au centre 2 enclaves, la première au nord, la Krajina, orthodoxe, et au sud la poche de Bihač musulmane. Selon les textes officiels, nos missions consistent dans un premier temps à réprimer toutes les infractions commises par les forces armées arborant le drapeau des Nations Unies. Dans un deuxième temps, il s'agit de surveiller les populations, les mouvements des armées en conflit et à rester en contact avec les milices locales. Ce rôle de surveillance externe a pour objet de mettre en action des institutions humanitaires telles que l'UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés ou la Croix-Rouge internationale, CICR. La tendance des Polonais serait de laisser faire et d'éviter les confrontations directes. Celle des Danois serait de foncer sans y réfléchir à 2 fois. Nous devrons, quant à nous, trouver un juste milieu. En fin de matinée, nous visitons le quartier général. Nous prenons alors conscience que l'Organisation des Nations Unies est une institution essentiellement civile, utilisant en ex-Yougoslavie des militaires. Tous les centres de commandement sont en effet occupés par des civils. 2 résolutions permettent le déploiement d'étrangers dans cette partie de l'Europe, celle régissant l'emploi du Haut Commissariat aux réfugiés, UNHCR. Et aussi la 743, ordonnant la constitution d'une force d'interposition chargée de s'élever entre les factions de pays rivaux, afin d'aboutir à un règlement négocié des conflits. Dans le courant de l'après-midi, le capitaine Michel prend ses fonctions de responsable de l'AMP. Platoon. Le plus gradé des policiers militaires polonais, est nommé au poste d'adjoint. Le major, désormais responsable de la Monsieur P. Durant les 6 prochains mois, constitue 3 équipes de 6 policiers, 2 Danois, 2 Polonais et 2 Français. Le but est d'avoir en permanence 6 personnes en service, 6 autres en patrouille ou en alerte, prêtes à intervenir, les 6 dernières étant en mission particulière ou au repos. Je me retrouve avec mon collègue de chambrée, Philippe, avec qui je partage de nombreux points communs. Pressés de voir à quoi ressemble notre territoire, nous demandons tous les deux à notre chef d'équipe, le Polonais Andrzej Malczewski, de nous présenter une partie de la Krajina du Nord. Ancien pilote d'hélicoptère de combat de l'armée de l'air polonaise, celui que l'on surnomme Dédé, a le sens du terrain et connaît parfaitement la région où il vit depuis 8 mois. Ses bonnes relations avec les milices serbes de la République de Krajina lui donnent quelques avantages sur les autres policiers militaires et nous sommes heureux de faire partie de son équipe. De nature très paternaliste, Andrzej maîtrise ma fougue de tout voir et de tout comprendre en m'appelant Maïson. Il utilise un anglais simple et parle lentement. Pour notre première reconnaissance, il nous conduit sur le site de Plevich, au lieu touristique de l'ex-Yougoslavie. C'est un ensemble de cascades et de cuvettes formées d'une eau allant du bleu au vert. Le panorama est idyllique, mais, les touristes ayant déserté cet endroit depuis bientôt 1 an et demi, le complexe hôtelier n'est plus entretenu. Néanmoins, soucieux de conserver une source de revenus qui deviendra indispensable après la guerre, aucun des belligérants n'a ni miné ni détruit le site et les infrastructures attenantes. À l'écoute de la nature et occupés à contempler sa beauté, nous oublions un court instant nos préoccupations du moment. Le retour se fera sans mot dire. Les villages détruits et les populations démunies nous ramèneront à notre triste réalité humaine. 4. La deuxième nuit sur le territoire de l'ex-Yougoslavie est plus mouvementée. Ayant discuté tardivement de la mise en place des services,
Philippe et moi rejoignons notre chambre numéro 106, où nous avons la joie de constater que l'eau, l'électricité et le chauffage fonctionnent. Nous sommes heureux d'être là, et impatients de commencer notre travail au service de la paix, alors que la guerre se rapproche sous couvert de la nuit. Vers 1 heure du matin, des détonations d'armes de petit calibre, de type Kalachnikov, se font entendre, suivies de tirs d'armes lourdes, semblables à celles que nous utilisons durant notre service militaire dans les incontournables camps d'entraînement. Ici, les armes, munitions et cibles sont malheureusement bien réelles. Dès l'aube, les comptes rendus des casques bleus en poste sur les lignes frontières, ou Pink Zone, informent notre commandement des derniers mouvements de troupes opérés par les belligérants. Cette nouvelle journée est consacrée à relever les positions des zones tenues par l'ONU, en Kraïna du Nord. Le découpage en est simple. Les régiments polonais contrôlent tout le sud, les Danois occupent l'est et les régiments français sont stationnés dans la partie nord-est. Le sud de la Kraïna, situé en dehors de notre circonscription, est administré par d'autres armées, composées notamment de Canadiens et de Jordaniens. Je profite de ce jour de repos pour écrire à mon épouse. Les communications téléphoniques demeurant aléatoires, je décide d'utiliser la voie postale régulière, gérée par les postes militaires françaises. Le climat est toujours aussi doux, aussi méditerranéen. Cette vie paisible a tendance à nous détacher de la réalité du conflit. Des liens avec les services du quartier général se nouent peu à peu. De nos bureaux situés au rez-de-chaussée du lycée, dans une ancienne classe de biologie, nous partons à la découverte du service des transmissions, là où les ressortissants des Pays-Bas règnent sur les moyens de communication militaires et civils. Leurs locaux sont installés dans une salle de gymnastique, dont les plafonds de 7 à 8 mètres de haut produisent une curieuse impression. Toujours au rez-de-chaussée, nous apercevons des salles de réunion vides. En revenant sur nos pas, dominant la porte principale, se trouvent les bureaux de l'antenne chirurgicale des armées. Cette section a naturellement investi l'ancienne infirmerie de l'école et transformé les pièces disponibles aux alentours en chambres réservées aux blessés. La France a mis en place une équipe médicale compétente en chirurgie d'urgence. Poursuivant notre visite de reconnaissance, nous constatons que l'unique étage est occupé par la partie civile de l'organisation. Le siège local de l'UNHCR. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.